Merci à vous deux pour ces exposés très clairs et qui vont permettre donc aux rapporteurs d'enchaîner sur des questions courtes et précises pour laisser à nos collègues aussi le plaisir de poser des questions courtes et précises. Merci. Merci Madame la Présidente. Je voudrais vous remercier pour la qualité de vos propos et puis vous dire que, en première question, que la laïcité, bien sûr, est une valeur républicaine qui est menacée, vous l'avez bien dit. Faut-il, en matière scolaire, revoir l'arsenal législatif? Parce que vous nous avez dit tout à l'heure que la loi ne concerne pas les parents. Mais vous avez dit, lorsque, pour les accompagnements scolaires, ils pouvaient très bien, et ils le font, donc ôter leur signe d'appartenance religieuse. Donc ma question vis-à-vis de cela, c'est ma première question. Est-ce qu'on pourrait imaginer transformer la loi? Est-ce que ça ne serait pas un signal fort vis-à-vis d'une société laïque, de faire en sorte que l'espace de l'école, ce soit un espace ouvert, mais qui, à un moment donné, que lorsque les parents rentrent dans cet espace qui est, je ne veux pas dire sacré, je ne veux pas dire consacré, mais en tout cas dans cet espace laïque, est-ce qu'on ne pourrait pas s'imaginer qu'on pourrait proposer justement le fait qu'ils ôtent leur signe ostentatoire dès l'instant où ils rentrent à l'école, parce que ça peut parfois jeter un trouble. À quel moment on est dans le milieu scolaire, à quel moment on est en dehors de l'école, à quel moment on est dans le périscolaire, etc. Pour qu'à un moment donné, on marque les choses et qu'on donne un signal à notre société que l'école, c'est un lieu important, c'est un lieu aussi de laïcité. Alors je sais que ce n'est pas sans poser quelques types de problèmes, parce que certains s'inquiètent déjà en disant oui, mais les parents ne rentreront pas à l'école. Vous avez dit tout à l'heure que les parents, lorsqu'ils font des accompagnements scolaires, ils sont capables d'ôter leur signe ostentatoire. Est-ce qu'il ne faut pas être courageux par rapport à ça? C'est ma première question. La deuxième, est-ce que la laïcité qui vous paraît-elle une valeur républicaine suffisamment inculquée à l'école? Et est-ce que le projet d'enseignement moral et civique vous paraît-il également à cet égard satisfaisant? Est-ce qu'il faut revoir, et c'est lié à la première question, tout l'arsenal législatif? Et enfin, est-ce qu'il n'y a pas un risque de résumer l'appartenance à la nation par la seule laïcité? Autrement dit, la laïcité est-elle suffisante pour assurer ce qu'on appelle le vivre ensemble? Merci. J'ai été court, Madame la Présidente. Merci beaucoup. Alors je ne sais pas qui veut commencer. Patrick Kessel. Très rapidement, je laisserai Alain le soin de revenir au fond sur l'arsenal législatif. Sur le fond, d'abord, une réflexion générale. Je pense qu'il y a des débats depuis quelques années récurrents et dangereux visant à toiletter, modifier la loi de 1905. Je pense qu'ils sont liés à cette problématique qui a visé ces 20 dernières années à ajouter un qualificatif au mot, laïcité nouvelle, laïcité moderne, laïcité apaisée. Moi, je sais qu'à chaque fois qu'on ajoute un qualificatif à un mot, c'est pour lui enlever du sens, c'est pas pour lui en rajouter. Je sais ce que c'est que la République. La République populaire, nous avons su ce que c'était dans les pays de l'Est. La République islamique, nous savons ce que c'est. Je dis des fois avec humour, quand je dis au partenaire de ma vie et à mon épouse je t'aime, ça fait sens. Si je dis je t'aime bien, ça veut dire que presque le contraire. Donc je dis ça avec humour. Méfions-nous, ce sont des batailles qui n'ont pas de sens. Je crois que il n'est pas possible, il n'est pas souhaitable de modifier la loi de 1905. La question se pose en effet, faut-il légiférer sur les secteurs qui ne sont pas concernés et faut-il ou non traiter au plan législatif un certain nombre de problèmes à l'école? Sur le fond, dans le débat d'idées, je pense que nous vivons depuis quelques années sur une forme de démagogie qui était fort sympathique. Il fallait ouvrir l'école, il fallait l'ouvrir à la société, il fallait que tous les courants d'opinion s'expriment. Et il est vrai que le lycée que j'ai connu, comme certains d'entre vous, les plus âgés en tout cas, ce n'est pas le modèle que je souhaite revivre. J'ai connu les lycées parisiens où il fallait monter les marches 4 à 4, au pas. Sinon, on se trouvait 4 heures de colle toutes les semaines. Il y avait une discipline qui n'est pas le modèle de l'avenir. Mais comme dit Hannah Arendt, entre le pouvoir et l'autorité, il y a une grande différence. C'est l'autorité qui manque aujourd'hui, l'autorité qui est reconnue. Je ne pense pas que l'école doive s'ouvrir systématiquement aux parents. Imagine-t-on demain ouvrir les blocs opératoires aux parents pour décider à tout instant avant une intervention? Mon propos est un peu caricatural, c'est pour en faire saisir la nature. Il faut raison garder, il y a à la fois un espace de dialogue nécessaire avec les parents, mais l'école n'est pas une école de service. Elle est d'abord là pour une mission publique qui est celle de l'instruction. La laïcité est-elle suffisante? Je ne crois pas, je crois qu'elle est nécessaire. Il ne faut pas demander à la laïcité de résoudre la question sociale.
Et il est sûr qu'on ne peut pas faire appliquer la laïcité, notamment dans les quartiers perdus, s'il n'y a pas en même temps une question sociale traitée, tout en sachant qu'en même temps, ce n'est pas simplement en mettant de l'argent et des budgets sociaux que l'on réglera la question. Mais elle est fondamentale et centrale dans la classe, car c'est l'apprentissage des valeurs, c'est l'apprentissage de l'altérité de l'autre, du respect de l'autre, de l'égalité de l'autre, et du dialogue aussi, du respect de soi-même à travers le respect des autres. Donc, elle est aujourd'hui une condition nécessaire, non suffisante, mais c'est un combat qui est central dans la pérennisation de la République. Et on voit bien que certains think tanks, je ne veux pas les citer ici dans cette enceinte, mais ont pu proposer dans le passé, ils peuvent influer certains partis politiques, ont pu proposer que la République s'adapte, que l'on puisse aller vers une citoyenneté à géométrie variable, qu'on puisse considérer que les droits et devoirs puissent être adaptés en fonction des origines de tel ou tel. Je ne pense pas que parce que la loi de 1905 a été négociée en 1905, et rappelons-le durement, c'est une loi de compromis, mais rappelons aussi que les députés qui l'ont votée ont tous été excommuniés. Donc c'était une loi difficile à une époque où les élus... Pardon, monsieur le... Ils sont tous en enfer. Ce qui prouverait que l'enfer existe, mais il est peut-être sur Terre parfois l'enfer aussi. Bref, il y a des moments où un certain courage politique s'impose et nous sentons qu'à travers votre question, la laïcité à l'école, c'est le principal outil, c'est, je dirais, la clé de voûte de la liberté, de l'égalité et de la fraternité. Donc, un complément de réponse. Sur la question de l'arsenal législatif, pas un grand connaisseur de tout, c'est plutôt à vous de vous prononcer, mais moi, il me semble objectivement qu'il est suffisant aujourd'hui. On n'a pas besoin forcément de nouvelles lois, etc. On a besoin de les appliquer, celles qui existent, de la même manière d'ailleurs, entre nous soit dit, qu'en 89, personnellement, déjà la question se posait un peu, 89, 90, 91, les années qui ont suivi, certains parlaient de loi. Moi, je pensais que nous n'avions pas besoin de loi. J'ai changé d'avis à la fin des années 90. 99, je m'étais prononcé publiquement pour une loi sur les signes et tenues manifestant une appartenance religieuse, et c'est arrivé des années plus tard, en 2004. Parce que, entre-temps, la situation avait empiré sur le terrain, si je puis dire. Nous n'avions pas su juguler les manifestations d'atteinte au principe de laïcité, et dans des proportions importantes. Mais en 89, nous n'avions évidemment pas besoin de loi, et j'ai rappelé tout à l'heure la manière dont certaines affaires avaient été réglées en 85. Ce dont, en revanche, ont besoin les enseignants, les chefs d'établissement, les personnels de direction, c'est de pouvoir s'adosser à une parole institutionnelle claire et forte. C'est de ça dont ils ont besoin. Et bien souvent, au cours du quart de siècle écoulé, comme je le disais tout à l'heure, ils n'ont pas eu cela. Ils n'ont pas eu le sentiment de pouvoir s'adosser à une parole institutionnelle claire et d'être laissés un peu seuls au front. En ce qui concerne les parents d'élèves, vous me demandez, Monsieur Grosperrin, si il ne faudrait pas demander qu'ils ôtent tout signe d'appartenance dès lors qu'ils franchissent le portail de l'école, la porte de l'école, qu'ils entrent dans l'école. Je l'ai indiqué tout à l'heure, je ne le pense pas. Je crois qu'il faut distinguer les situations. Une chose est une réunion qui se tient dans le cadre de l'école, à l'initiative des enseignants, des associations de parents d'élèves et autres. Ce sont des parents qui se présentent. Encore une fois, on peut s'en montrer indisposé. Je pourrais même concevoir qu'on dise, qu'on explicite la position de l'institution qui préférerait que, mais je crois que nous n'avons pas à contraindre les personnes à se présenter autrement que telles qu'elles sont, avec leurs signes. J'ai distingué tout à l'heure les situations donc des parents qui entrent à l'école, qui vont voir les professeurs, qui participent à des réunions, les parents même qui sont élus par leur père dans des conseils d'école, conseils d'administration. Je ne pense pas qu'on puisse également leur imposer cette contrainte, mais je fais une distinction avec la participation de parents à l'encadrement d'une classe en activité pédagogique. Moi, j'ai été directeur d'école à Paris aussi, dans le quartier de Belleville, et il nous arrivait de demander à des parents d'élèves de venir avec nous pour accompagner une classe en bibliothèque, par exemple. Eh bien, il n'était pas rare que des parents soient installés en bibliothèque avec 5-6 élèves autour d'eux pour leur lire une histoire. Et
par définition, il y avait des interactions entre enfants et parents, des interactions pédagogiques. Donc quand on nous dit les parents ne sont là que pour accompagner, faire traverser la rue, après tout, il n'y a pas d'interaction pédagogique, donc on pourrait accepter les signes. Non, il y a des interactions, bien entendu, dans le cadre, y compris d'une sortie scolaire. Sur l'enseignement moral et civique, vous me demandez si c'est satisfaisant. Je dirais, on va peut-être attendre de voir à l'usage. Il est déjà bien, il y a eu un travail important de fait, de conceptualisation, de formalisation de cela. Nous y réfléchissons les uns et les autres au sein de l'institution. Hein. Là, je parle en tant que membre de l'institution. Il faut attendre de voir à l'usage. Et je pense que nous avons là un outil, un levier d'importance pour faire valoir les valeurs de la République et la laïcité en particulier dans notre école. Enfin, vous m'interrogez sur le fait de savoir si la laïcité paraissait suffisante pour assurer ce que nous appelons tous le vivre ensemble. C'est une condition nécessaire, certainement pas suffisante, bien entendu, ça chacun peut le comprendre, a fortiori si on brandit la laïcité sur le mode incantatoire, simplement. Il s'agit de faire vivre, par exemple, la charte de la laïcité. On l'a affichée dans tous les établissements et c'est une très bonne chose. Et je le disais tout à l'heure, nous avons devant nous de longues années de travail à fournir. C'est en ce sens qu'il faut entendre le terme même grande mobilisation, qui a pu faire sourire ici ou là. Grande mobilisation, ça veut dire une mobilisation qui doit s'inscrire dans la durée. Dans la durée. Et je pense que si la laïcité n'est pas une condition suffisante, elle est une condition nécessaire, bien sûr, pour assurer le vivre ensemble. Mais le vivre ensemble dans l'école, c'est d'abord l'apprendre ensemble. L'apprendre ensemble. Hein, et les contenus d'enseignement de ce point de vue, évidemment, sont absolument décisifs. Merci beaucoup. Donc j'ai Monsieur Marc, vous allez prendre plusieurs questions parce que vu le temps imparti, et j'ai l'impression que tout le monde veut poser sa question. Donc vous allez faire des efforts après de concision pour répondre. Donc... Merci Madame la Présidente. Je vais être, je pense, relativement concis. J'ai été moi aussi instituteur, Monsieur l'inspecteur, et je voulais que vous me répondiez sur deux questions, pour vous et peut-être pour M. Kessel aussi. Y a-t-il une corrélation entre le niveau scolaire des élèves et leur glissement vers le différentialisme qui est ensuite revendiqué? Ensuite, dans le cadre de la formation des enseignants, je suis passé aussi par les écoles normales, j'ai même enseigné dans les écoles normales, dans les IUFM ensuite. Il me semble qu'il y a un pédagogisme outrancier qui fait que nous constatons, entre autres, ce n'est pas une des seules conséquences, qu'aujourd'hui, entre autres, l'ascenseur républicain ne marche pas et que peut-être les jalons, et là je reviens vers ce que disait M. Kessel tout à l'heure, qui étaient enseignés avant par des maîtres plus expérimentés et non pas parfois par des professeurs agrégés de philosophie qui ensuite devenaient professeurs de pédagogie dans les UFM, ce qui était assez marrant d'ailleurs, compte tenu des compétences qui n'étaient pas forcément avérées. Il me semble que tout cela, petit à petit, a produit des enseignants qui n'avaient pas eux-mêmes conscience de ce qu'il aurait fallu enseigner en termes de jalons et ensuite de conscience que nous appartenions tous à la même République, que ce soit au niveau des enfants, parce que tout à l'heure nous parlions évidemment du collège, mais le collège, à mon avis, n'est que le réceptacle de ce qui s'est déjà passé en primaire. Or, ce qui est essentiel en éducation, c'est sans doute ce qui se passe au niveau du primaire. Madame Blandin. Ma question est très précise. La laïcité ne tolère pas d'adjectif. Néanmoins, sur la République, elle est territorialement inégalement appliquée en Moselle, en Guyane et en Alsace. Je ne veux pas ici ouvrir le débat des effets du concordat, simplement sur la focale des conséquences dans l'école où l'enseignement religieux occupe des heures dont on va avoir besoin pour l'enseignement moral et civique, d'une part, et où, d'autre part, 4 religions sont fléchées, autorisées, mais pas celle qui est en nombre ici dans ce débat, l'islam. Un député, M. Gros-Didier, avait d'ailleurs en 2006 déposé un projet de loi pour que ce territoire soit également concerné par l'islam. Ce n'est pas mon vœu est plutôt que l'école devienne laïque partout. Alors, il y a monsieur... Alors, pour compléter, donc monsieur Longuet d'abord.
Oui, merci Madame la Présidente. Je voudrais compléter en rappelant en effet que la loi de 1905 n'organise pas la laïcité. Elle organise la fin du concordat, c'est-à-dire la séparation de l'Église et de l'État. Mais elle n'a traité aucun des problèmes que nous évoquons aujourd'hui, ou très indirectement. C'est la raison pour laquelle je ne veux pas qualifier les laïcités, mais le problème est actuel parce que la loi de 1905 a mis fin au concordat de 1801, mais n'a pas organisé une laïcité quelconque. Monsieur Carle. Merci Madame la Présidente. Contrairement à notre collègue Monsieur Marc, je n'ai jamais été instituteur, mais plutôt mauvais élève. Mais je voudrais d'abord vous remercier tous les deux, Monsieur Kessel, de vos propos introductifs et surtout de votre conclusion, qui montre bien que les jeunes sont face à un vrai problème d'identité, un problème très important d'identité. Et Monsieur Segzig d'avoir évoqué ces 15 ans de flou qu'on a connu, même si, et que la loi de 2004 a essayé de clarifier, même si c'est loin, j'allais dire, d'être totalement clair. Et c'est d'ailleurs ce que nous ont dit les enseignants que nous avons rencontrés, qu'ils ont besoin de deux choses, besoin de clarté et besoin de soutien. Et cette clarté, ils le disent, il faut définir clairement ce qui est de l'école, où commence et où s'arrête l'école. Il n'y a pas que l'école intramuros, vous l'avez évoqué, il y a le problème des sorties scolaires, des accompagnements. Alors, c'est sûr que j'allais dire, la solution passe peut-être pas par la loi ou par l'arsenal législatif, mais il faut clarifier, parce qu'on voit bien que la confusion est venue d'un décret, d'un deuxième décret, de position d'un ministre ou de tel ou tel, et là, ça se met le doute. Alors, est-ce que, je voudrais rebondir sur ce qu'a dit notre rapporteur, est-ce que la meilleure façon, ça n'est pas de le clarifier, c'est de ne plus le mettre dans un décret, parce qu'on voit bien que les décrets, aujourd'hui, ça pose un certain nombre de problèmes, mais que ça soit inscrit dans la loi, pas revenir sur la loi de 1905, c'est évident, mais clarifier cette position par la loi. Est-ce que le législateur ne doit pas trancher? Même Merci. si ce n'est pas facile. Merci beaucoup. Madame Jourda, je crois aussi, ben voilà. Je pense. Vous avez par anticipation répondu donc à deux questions que je souhaitais donc vous poser. Vous avez parlé donc de la sorte d'uniforme qu'on pourrait donc voir dans les classes. Je trouve qu'effectivement c'est un vecteur donc d'égalité et qu'effectivement on peut se pencher donc sur cette question pour voir comment la faire évoluer. Vous avez parlé, vous avez répondu sur la laïcité par rapport à sa définition et le fait, vous avez évoqué les notions de laïcité et les qualificatifs qu'on lui a posés. Néanmoins, je voudrais poser une question en corollaire. On a parlé effectivement de l'école et Monsieur Sepsi, vous avez mis en avant le fait que ce serait très long, la formation des enseignants par rapport donc aux valeurs de la laïcité, que ça pouvait prendre donc 10, 15, voire 20 ans. Donc moi, ce me semble, pour être très attaché à l'éducation populaire, pour être très attaché au collectif laïque, il faut savoir que sur notre sol depuis quelques années déjà, c'est-à-dire 5 à 6 ans, des collectifs se mobilisent parce qu'effectivement, pour faire vivre cette laïcité, certes, on peut tout attendre de l'école, mais pas tout. Il faut aussi qu'il y ait un environnement autour de l'école qui puisse donc apporter et faire vivre donc cette laïcité. Je souhaitais vous demander si vous trouveriez donc pertinent l'idée que, comme c'est le cas pour le devoir de mémoire, où dans les établissements scolaires il y a la venue donc de témoins, on ne pourrait pas envisager de faire parvenir une définition de la laïcité, que ce soit sur le plan historique et sur le plan des valeurs, à nos jeunes, outre et hors le vecteur purement direct de l'enseignant. Est-ce que ça pourrait pas être quelque chose donc d'essentiel? Voilà. Alors voilà des questions finalement très nombreuses et pas si succinctes et précises que cela. Donc vous allez prendre chacun la parole et vos réponses aux questions serviront aussi de conclusion puisqu'il faut avancer. Je vous remercie. Il marche là, c'est bon. Dans un temps qui est limité, on pardonnerait de ne pas pouvoir répondre à toutes les questions parce qu'elles sont riches et sont porteuses de débats. Je laisserai notamment
mon ami Alain répondre sur les questions du pédagogisme outrancier ou pas, sur le lien éventuel suggéré entre niveau scolaire et différentialisme. Il y avait là des questions importantes. Deux sujets simplement. L'un, le Concordat, l'autre, la loi de 1905. Le Concordat est une verrue sur le nez de la République. Alors il a un contexte historique, il répond, M. Longuet a rappelé un contexte. L'Observatoire de la laïcité a rendu un avis avant-hier sur ce sujet. Il propose notamment trois choses. La première, c'est d'abroger le blasphème. Il n'a pas été mis en pratique, mais il y a encore possibilité de blasphème en Alsace-Moselle. Et cela, au lendemain des attentats de Charlie Hebdo, est encore plus anachronique pour la France, patrie des droits de l'homme, qu'ailleurs. L'Observatoire propose également l'abrogation de la dimension obligatoire de l'enseignement religieux dans les écoles publiques de terre concordataire. Il deviendrait réellement facultatif, alors qu'aujourd'hui il ne l'est qu'à condition de solliciter cela. Nous avons eu immédiatement une réaction très forte des églises en Alsace-Moselle qui s'opposent à cette proposition. Il y en a une ou deux autres qui nous paraissent positives. Mais nous sommes trois, Jean Glavany, Françoise Laborde et moi-même, à avoir refusé cet avis, car nous ne pouvons pas légitimer de fait le principe du concordat. Et nous faisons notamment valoir qu'en effet, en terre concordataire, il s'agit de subventionner les religions qui étaient reconnues à l'époque du concordat, quid notamment de l'islam. Alors c'est le paradoxe que dans certains moments, quand nous proposons que sur les crèches, que sur l'enseignement supérieur des entreprises, nous proposons qu'on applique la laïcité, on nous traite d'islamophobie, ce qui est un mot inventé horrible et qui conduit à considérer comme racistes tous ceux qui s'opposent à une pensée sectaire. Mais alors, on nous remet l'islamophobie dans le visage, alors que là, on ferait semblant de ne pas voir que les musulmans, les bouddhistes, les hindouistes, mais aussi les agnostiques, les libres-penseurs, qui sont des citoyens comme les autres, eux n'auraient pas le droit des subventions. Donc, votre question est importante. Je vous rappelle que la loi, le concordat n'est pas gravé dans le marbre et que, d'ailleurs, l'Observatoire le rappelle, il n'appartient qu'aux élus, c'est-à-dire à vous, mesdames et messieurs les sénateurs ou les députés, à prendre éventuellement initiative, si vous trouvez opportun, mais le moment est-il opportun, c'est autre chose, d'ouvrir ce débat. Je crois qu'il est important de le rappeler. Et on me soufflait, le concordat, c'est pas seulement l'Alsace-Moselle, c'est aussi la Guyane, où il fait problème, puisque vous avez vu que l'archevêque avait pris position contre le seul financement aux églises catholiques. Et il se pose à Mayotte, je n'ai pas le temps de développer, dans une situation qui, elle, est catastrophique, liée à la spécificité géographique, démographique et culturelle de Mayotte. Et les fonctionnaires qui sont sur place et qui doivent régler les questions sont affrontés à un politiquement incorrect. On ne peut pas trop aborder cette question, mais il faudrait le faire. Sur la question de la loi de 1905, M. Longuet disait que la loi ne règle rien. Moi, je rappelle que c'est une loi de séparation, que son article 2, notamment, après avoir dans l'article 1 garanti la liberté de conscience de croire ou de ne pas croire, l'article 2 dit que la République ne reconnaît ni ne subventionne aucun culte. Notre problème tient au fait que cet article est largement contourné et permettez-moi cette impertinence, mais un certain nombre d'élus sont en même temps élus de conseils régionaux, généraux et municipaux, et ces derniers, hardiment, financent des associations dites culturelles qui sont souvent le faux-nez d'associations cultuelles et communautaristes. Là aussi, une étude serait utile pour faire le point et séparer ce qui est réellement associatif et utile d'un point de vue civique et ce qui sert en fait à subventionner d'autres mouvements qui, pour le moins qu'on puisse dire, ne sont pas laïques. Merci. Donc maintenant la parole à Alain Sexic. Merci. Sur la question de la corrélation entre niveau scolaire et différentialisme, d'une certaine manière, il me semble y avoir en partie répondu en évoquant tout à l'heure les enseignements de langue et culture d'origine et la critique que personnellement je leur fais depuis très longtemps. Très longtemps. Mais il me vient une petite histoire, puisque ce sera en conclusion, on peut céder à l'anecdote. Dans cet ouvrage, L'école face à l'obscurantisme religieux, qui reprend le rapport Aubin, c'est une décision d'individu d'avoir publié ce rapport à l'époque où le ministère ne voulait pas même le publier sur son site. Ça a été fait par la suite. Dans cet ouvrage que j'ai en partie coordonné, je reviens sur un épisode de
mon début de carrière. J'étais jeune instituteur à Belleville, donc en 1973, et j'ai eu à surveiller les épreuves du certificat d'études que l'on faisait encore passer à ce moment-là dans nos écoles. Et j'ai dû remplacer au pied levé, j'étais jeune instituteur, j'ai dû remplacer au pied levé le professeur de musique, professeur de chant, comme on disait, qui devait faire passer l'épreuve qui consistait en chanter le premier couplet de l'hymne national, la Marseillaise. J'ai dû le remplacer au pied levé. Nous étions à 5 ans de mai 68, en 1973. Donc vous imaginez, le jeune instituteur que j'étais n'était pas spécialement porté à la diffusion de chants patriotiques. Je dis vous imaginez, ce n'était pas la loi pour tout le monde, mais c'était mon cas. Voilà. Donc j'ai interrogé tous les élèves qui se présentaient à moi, puis je leur disais, vous pouvez me chanter ce que vous voulez. Aux jeunes dont le patronyme était de la consonance portugaise, je disais, vous pouvez me chanter un fado, vous pouvez me chanter une chanson de votre pays, vous pouvez... J'étais mûr pour professer le différentialisme, je peux vous dire, en 1973. Ce jour-là, ces jeunes m'ont tous donné une leçon parce qu'ils ont tous fini par me chanter le premier couplet de la Marseillaise, parce qu'ils l'avaient préparé pour cet examen, et ils m'ont dit, d'une certaine manière, mon vieux, il faudra peut-être que tu revoies tes leçons toi-même. Bon. Et il y a peu, je participais à une réunion dans le cadre de la grande mobilisation, et j'ai entendu un enseignant dire que ça lui paraissait très difficile d'enseigner la Marseillaise et de demander à des élèves de chanter la Marseillaise dans le collège où il exerçait en banlieue parisienne, parce qu'il avait des élèves du monde entier, qui n'étaient pas français, pour lesquels les paroles mêmes de la Marseillaise pouvaient résonner durement à leurs oreilles, et d'invoquer le sang impur, qui, comme chacun sait, est un contresens historique quand on imagine que c'est le sang des étrangers vivant en France, puisque ça visait le sang des castes supérieures, de la noblesse, etc., en France. Donc ça n'avait rien à voir. Donc, lui était toujours dans le différentialisme. Moi, j'en suis sorti, mais ce professeur, il y était toujours, et qui s'imagine qu'on doit adapter les contenus d'enseignement en fonction des élèves et de leur histoire réelle ou supposée, au demeurant, parce qu'on n'en sait pas toujours tout, et heureusement, de l'histoire de nos élèves, en fonction donc, des élèves et de leur histoire réelle ou supposée que nous avons en face de nous. Eh bien, je crois que c'est une profonde erreur que de vouloir adapter les contenus. Autre chose est d'adapter à, comment dire, les capacités propres des individus dans la classe. Donc, différencier la manière de faire passer, mais des mêmes enseignements à tous. Je crois que si il y a deux mots, personnellement, que je voudrais voir mis de qualité, que je voudrais voir mise en avant pour l'école, pour qu'elle fonctionne bien, pour qu'elle marche bien, c'est la bienveillance et l'exigence. Et je dirais, c'est l'exigence et la bienveillance vis-à-vis de nos élèves. Je crois que, sorti de là, on n'avancera pas. Mais il faut une même exigence pour tous, et il faut vouloir... J'ai travaillé avec le ministre Jack Lang entre 2000 et 2002 au ministère, et lui-même avait par la suite écrit un ouvrage reprenant ce mot que je ne veux pas dire que je lui avais soufflé, mais en tous les cas, j'avais rédigé une note pour dire cela. Je crois que nous devons vouloir une école élitaire pour tous. Voilà. Donc je crois avoir répondu à la question. Sur la question des mouvements d'éducation populaire, bon, j'ai moi-même beaucoup travaillé, et je continue à travailler beaucoup avec des mouvements d'éducation populaire, et je crois qu'il est bon qu'aux côtés de l'école, des associations, des mouvements puissent contribuer à la faire rayonner davantage, je dirais. À assurer sa bonne marche, là encore, et à assurer ses missions. C'est ce qu'on appelle assez souvent le partenariat avec d'autres. Je suis très pour, à la condition, justement, de ne pas concevoir l'appel à la contribution d'éléments extérieurs, d'intervenants extérieurs à l'école, comme une possibilité de venir de l'extérieur combler les carences de l'école, si vous voulez. Il ne faut pas une conception déficitaire de leur action. Il faut que ce soit un supplément qui est apporté, un complément aux côtés de l'école,
en fonction des exigences même de l'école, sous l'autorité, je dirais même, de l'école. Et là, bien sûr, comme inspecteur d'académie, j'ai eu très souvent à travailler avec des mouvements d'éducation populaire. Encore cette année, dans l'Académie de Paris, nous réalisons beaucoup de travaux. Voilà. Donc, bien sûr, il fallait le rappeler. Merci beaucoup à tous les deux. Et donc, cette audition, elle aussi, était très intéressante. Et voilà, je pense que nous allons avoir beaucoup de mal à mettre des choses dans le rapport et à faire des choix. Les choix surtout. Merci beaucoup. Merci.